Alors, donc, capsule de révision sur les chapitres structure des molécules organiques et synthèse organique. Alors, tout d'abord, pour la structure des molécules organiques, les molécules organiques les plus simples sont déjà des molécules qui possèdent des atomes de carbone et d'hydrogène. Et certaines peuvent posséder de l'oxygène, de l'azote, du chlore. Mais en première, on s'intéressera qu'aux molécules qui possèdent carbone, hydrogène, oxygène. Alors les molécules les plus simples, ce sont les molécules d'alcanes. Les molécules d'alcanes, qu'est-ce qu'on peut dire? Elles sont constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène. On sait que le carbone possède 4 liaisons, il est donc tétravalent. Et l'hydrogène peut posséder une seule liaison, il est monovalent. Donc la molécule par exemple la plus simple des alcanes, c'est la molécule constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Donc sa molécule, sa formule brute sera donc CH4, hein, et on a bien ici sa formule développée. Ensuite, les alcanes donc, sont considérées comme des molécules qui possèdent plusieurs atomes de carbone, voilà, accrochés les uns aux autres. Et on complète la chaîne carbonée par des atomes d'hydrogène, de manière à respecter la tétravalence du carbone. Autres molécules organiques sont les molécules organiques oxygénées. Et dans ces molécules organiques oxygénées, on va avoir plusieurs familles. Donc, alors, déjà, je reviens un petit peu là-dessus. On a la formule brute. Donc, la formule brute, c'est la formule qui permet d'avoir les différents atomes constituant la molécule. Et on a ainsi la nature, enfin, on a le nombre d'atomes dans la molécule grâce à la formule brute. Et enfin, la formule semi-développée, elle permet de représenter l'enchaînement des atomes dans la molécule, essentiellement les atomes de carbone qui sont accrochés les uns aux autres et les oxygènes qui sont aussi accrochés au carbone. On a aussi, on va le voir tout à l'heure, une formule topologique, j'en parlerai après tout à l'heure. Alors, au niveau des molécules organiques oxygénées, il faut connaître 4 familles en première. La première, c'est les molécules qui possèdent le groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle, c'est le groupe OH. Donc si une molécule possède le groupe hydroxyle, elle fera partie de la famille des alcools. Voilà. Donc on verra les alcools tout à l'heure. Donc carbonyle. Alors le groupe carbonyle, c'est un groupe C double liaison O. Donc c'est pareil, hein, ce sont des molécules qui ont un seul atome d'oxygène comme les alcools, mais l'oxygène est doublement lié au carbone. Et là, il y a deux possibilités. Soit le groupe carbonyle est situé en bout de chaîne, c'est-à-dire par exemple R, c'est ce qu'on appelle un groupe alkyle, donc c'est une chaîne carbonée, et on voit que le groupe CO est vraiment situé en bout de chaîne, et là à ce moment-là on aura un aldéhyde. Par contre, si le groupe carbonyle est situé au milieu d'une chaîne, donc c'est-à-dire que le carbone fonctionnel ici est entouré par 2 atomes de carbone, alors on aura une famille qu'on appellera la famille des cétones. Donc aldéhyde, cétone sont tous les deux caractérisés par le groupe carbonyle. Et enfin, dernière famille de composés organiques oxygénés, les acides carboxyliques. Donc un acide carboxylique, c'est constitué du groupe carboxyle. Carboxyle, c'est en fait la contraction de hydroxyle, OH, carbone, CO. C'est-à-dire qu'en fait, sur le même carbone fonctionnel, on aura à la fois le groupe carbonyle et à la fois le groupe hydroxyle. Et ça donnera le groupe carboxyle. Et ces composés sont généralement acides. C'est pour ça qu'on les appellera des acides carboxyliques. Alors maintenant, comment faire pour nommer une molécule à partir, par exemple, de sa formule semi-développée? Alors tout d'abord, les règles à respecter. Les règles à respecter, c'est d'abord, dans un premier temps, repérer ce qu'on appelle la chaîne principale. Alors c'est quoi la chaîne principale? C'est la chaîne qui donne le nom à la molécule. C'est aussi la chaîne carbonée la plus grande de la molécule. Alors attention, c'est donc les carbones qui se suivent, et donc des carbones qui se suivent ne sont pas forcément en ligne droite. Il peut très bien y avoir une structure, par exemple en U ou en L. Voilà, donc il faut bien repérer la chaîne de carbone la plus grande qu'on appellera la chaîne principale, et c'est donc elle qui va donner son nom à la molécule. Alors,
à ce propos, donc si on a un carbone, on appellera la chaîne principale avec la racine meth. Donc on a vu tout à l'heure le méthane avec CH4. Si on a une chaîne carbonée qui possède 2 atomes de carbone, là la racine de la molécule sera eth, comme éthane, c'est-à-dire éthane c'est l'alcane qui possède 2 atomes de carbone. Donc éthane. Donc méthane pour le premier, je ne mets pas 2. Ensuite 3 atomes de carbone, la racine sera donc propane. Et enfin 4 atomes de carbone, la racine s'appellera, comme on le voit ici, 1, 2, 3, 4, butane. Donc déjà, il faut absolument connaître ces préfixes par cœur. Ensuite, à partir du... Voilà, 4 atomes de carbone. À partir du 5e carbone, il faut penser aux figures géométriques. Une figure géométrique qui a 5 côtés égaux, on appelle ça un pentagone. Donc, la racine pour 5 atomes de carbone sera pentane. Pour 6, hexane. Pour 7, heptane. Pour 8, octane. Pour 9, nonane. Et pour 10, décane. Donc voilà, bien connaître toutes ces racines, puisque ce sont elles qui vont donner le nom à la molécule. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la racine du nom de la molécule, il faut repérer à droite ce qu'on appelle le suffixe. On peut dire aussi la terminaison. Cette terminaison, elle va désigner la famille de composés, c'est-à-dire ce suffixe, il va dépendre de ce qu'on appelle le groupe fonctionnel. Ici, dans cet exemple, on voit qu'on a un groupe OH, le groupe hydroxyle fait partie de la famille des alcools. Donc, un alcool, ça se terminera toujours par une terminaison ol. Donc, on va avoir ici du butanol. Alors, on pourrait marquer butane 1-ol parce que le OH est greffé sur le carbone numéro 1. Mais bon, comme le numéro 1, on peut l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est le suffixe, la terminaison. Maintenant, je regarde la chaîne carbonée principale. Je vois que sur cette chaîne, il y a un groupe CH3, ce qu'on appelle un groupe méthyle, qui est greffé sur cette chaîne principale. Donc là, on va le dire, on va le marquer dans le préfixe, donc c'est-à-dire ce qu'on met avant butane. Donc ici, on a un groupe méthyle, donc on le précise, méthylbutanol. Et ensuite, dans le préfixe, il faut indiquer donc la nature du préfixe, donc le méthyle, mais aussi sa position. Alors, comment faire pour savoir la position de ce groupement méthyle? En fait, il faut numéroter la chaîne. Donc, on pourrait la numéroter de droite à gauche ou de gauche à droite. Si on la numérote ici de droite à gauche, par exemple 1, 2, 3, 4, et si je la numérote de gauche à droite, j'aurais bien 1, 2, 3, 4. Sauf que on a un groupe OH. Ce groupe OH est porté par un carbone. Ce carbone, c'est ce qu'on appelle le carbone fonctionnel. Et donc, il faut que le carbone fonctionnel ait toujours le numéro le plus petit. Donc, on peut avoir soit 4 pour ce carbone-là, soit le chiffre 1. Et on choisira donc le chiffre 1. Donc, le sens est imposé. Si le sens est imposé, ça veut donc dire que le groupement méthyle est en position numéro 3. Donc, on aura donc du 3-méthyle butane 1-ol. Donc, voilà comment faire pour nommer une molécule. Donc ça, on a ici la formule semi-développée. Alors au passage, je vais préciser ce que c'est qu'une formule topologique. Une formule topologique, c'est une molécule, enfin c'est une formule qui ne fait intervenir que le squelette carboné, mais qui ne fait plus intervenir les hydrogènes accrochés au carbone. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vois 1, 2, 3 liaisons dans cette chaîne principale. Donc je les dessine. 1, 2, 3 liaisons. Ça veut dire qu'à l'extrémité de chaque liaison, je vais faire un petit rond si vous voulez ici, ça, on voit bien les carbones qui sont représentés, 1, 2, 3, 4. Ensuite, sur le dernier carbone ici, j'ai un groupe OH, et bien, je le précise, OH. C'est le groupe hydroxyle qui apparaît dans cette formule topologique. Et puis ensuite, on a dit qu'on avait un groupement méthyle qui est greffé sur le 1, 2, 3, et bien je le mets ici. Voilà un groupement méthyle. Et donc là, j'ai bien une formule topologique de cet alcool. Alors pour continuer, je vous ai mis 4 exemples.
Donc là, on reconnaît bien le OH, donc on voit bien qu'on a un alcool. Là, on a une formule topologique, donc on repère la chaîne carbonée la plus longue. Donc la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle que je vous entoure. Voilà. Donc si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc 6 carbones, le préfixe, c'est hexane. Maintenant, je regarde le carbone fonctionnel. Alors ce carbone fonctionnel, si je compte 1, 2, 3, ici, si je compte dans l'autre sens, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc le sens qui l'emporte, c'est le plus petit, c'est le 3. Donc le 1 est là, le 2 est là, le 3 est là. Et donc je vais avoir du hexane 3-ol. Donc si lui c'est le numéro 3, ben, je constate que j'ai deux groupes méthyl. Alors comme on a deux méthyl, on mettra à ce moment-là du diméthyl, parce qu'on a deux groupes méthyl qui sont greffés sur la molécule. Donc diméthylhexane. Et maintenant, devant diméthyl, je mets un petit tiret pour dire qu'ils sont accrochés. Il faut que j'indique leur position. Donc j'ai dit que lui était le 1, lui le 2, lui le 3. Donc j'aurais du 2,3 diméthylhexane 3-ol. Et donc si je devais par exemple écrire la formule semi-développée de cette molécule, eh bien, j'écrirais du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone puisque j'ai de l'hexane. Ensuite, sur le 3 ici, j'ai un groupe OH. Sur le 3 ici, j'ai un groupe CH3, méthyle. Sur le 2 ici, j'ai aussi un groupe méthyle, CH3. Et ensuite, une fois qu'on a ça, ben, comment est-ce qu'on écrit la formule semi-développée? Il faut que chaque atome de carbone ait 4 liaisons. Ici, il n'y en a qu'une. Donc je rajouterai à ce moment-là CH3 à ma formule semi-développée. Ici, il y a 2 liaisons. Il en manque 2 pour arriver à 4, ça fera CH2. Ici, CH2. Ici, le carbone central a déjà ces 4 liaisons, pas besoin de rajouter d'hydrogène. Ici, il y en a 3, j'ai plus qu'à rajouter un H. Et ici, j'ai CH3. Voilà la formule semi-développée à partir de la formule topologique. Donc voilà pour les alcools. Autre famille qu'on a découvert, c'est le groupe carbonyle qui est en bout de chaîne. Donc on a dit que c'était un aldéhyde. Alors maintenant, quelle est la chaîne principale? La chaîne principale, ça peut être soit celle-là, puisqu'on a dans les deux cas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais prendre cette chaîne-là. Il faut absolument que la chaîne englobe le carbone fonctionnel, donc le carbone du CO. Donc on en a 5. Donc si on en a 5, on a dit qu'on avait du pentane. Maintenant, on a un aldéhyde. L'aldéhyde est toujours en bout de chaîne, donc il sera toujours numéro 1. Alors la terminaison pour aldéhyde, c'est al. Al comme aldéhyde. Donc on aura du pentanal. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça qui est greffé sur la chaîne principale. Alors comme le carbone fonctionnel, c'est le carbone de l'aldéhyde, c'est donc forcément lui le numéro 1, puisqu'il a le numéro le plus petit, c'est obligatoire. Ce qui fait que le groupement ici, qui possède 2 atomes de carbone qui est greffé, qui s'appellera donc de l'éthyle, puisqu'il y a 2 carbones, sera en position numéro 1, 2, 3. Donc j'ai bien du 3-éthyl pentanal. Et en formule topologique, bah, ma chaîne principale a 5 atomes, donc 4 liaisons, 1, 2, 3, 4. Le groupe aldéhyde, c'est juste un groupe C double liaison O, avec un H ici. Voilà. Et puis, j'ai un groupe éthyle qui est greffé, on a dit, sur le numéro 3. Donc 1, 2, 3. Donc je vais dessiner une liaison et 2 liaisons. Et voilà la formule topologique de cette molécule. Alors pour la suivante, pareil, la chaîne principale, c'est celle-là. J'englobe le carbone fonctionnel. Elle a donc 3, 4, 5 liaisons, enfin 5 atomes. Donc c'est du pentane. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en bout de chaîne, sur le carbone donc numéro 1, j'ai un groupe acide carboxylique. Enfin, j'ai la famille des acides carboxyliques en groupe carboxyle. Donc la terminaison, eh ben, c'est oïque. Et on vient placer devant pentanoïque, on va mettre le mot acide.
Voilà. Et donc, il faut regarder maintenant ce qui est greffé. Ce qui est greffé, j'ai un CH3 et j'ai deux CH3. Donc, comme il y en a deux, on a dit qu'on avait du diméthyl pentane. Et comme ils sont sur les numéros 2, 3 et 4, puisque le sens est déjà choisi, donc j'aurai du acide 3,4-diméthylpentanoïque. Donc comme j'ai pentane, donc pentane, ça me fait du coup 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. En bout de liaison, je mets le groupe carboxyle, COOH. Et en position 2, 3 et 4, je mets le méthyle. Enfin, pour le dernier, alors je lis le nom de droite à gauche. Donc, à droite, on me dit heptane. Donc, heptane, je viens placer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 carbones, puisque j'ai de l'heptane. Et de l'heptane de on. On, on sait que c'est la terminaison de la famille des cétones. La famille des cétones, c'est comme les aldéhydes, c'est un groupe carbonyle. C double liaison O, et on voit ici que le petit 2 nous indique qu'il est en position 2. Je peux le placer soit là, soit là. Donc par exemple, je vais le mettre ici. Voilà la position 2, donc ça veut dire que là, c'est forcément le numéro 2 ici. Donc ensuite, on me dit 3 éthyle. Donc ça veut dire qu'en position numéro 3 ici, je dois mettre un groupe éthyle. Un groupe éthyle, c'est un groupe constitué de 2 atomes de carbone. Et en position 4, un groupe méthyle. Alors je rappelle au passage que dans la nomenclature, on écrit toujours les groupes qui sont greffés par lettre alphabétique, ce qui veut dire qu'on commence toujours par le éthyle, puisque l'éthyle commence par un E, et on mettra ensuite la position du méthyle en deuxième. Donc méthyle, on sait que c'est CH3. Éthyle, c'est CH2, CH3. Et ensuite, je viens compléter chacun de mes carbones que je viens d'écrire, de manière à ce que chaque carbone ait 4 liaisons. CH3, ici ça sera CH, CH, CH2, CH2 et CH3. Et donc, si on devait finir en topologique, on a de l'heptane, donc 6 liaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le carbone numéro 2, je mets le groupe carbonyle. Sur le carbone numéro 3, je mets le groupe éthyle. Et sur le carbone numéro 4, je mets le groupe méthyle. Voilà tout ce que vous devez savoir sur la nomenclature des molécules organiques. Maintenant qu'on sait les nommer, on va pouvoir maintenant les identifier. Pour les identifier, on va utiliser une technique qu'on appelle la spectroscopie infrarouge. Alors cette spectroscopie infrarouge, c'est quoi le but? Le but, c'est d'envoyer un rayonnement infrarouge en balayant différentes longueurs d'onde sur ces molécules. Ces molécules qu'on vient de voir, par exemple ici, sont constituées de différentes liaisons. Des liaisons carbone-carbone, des liaisons carbone-oxygène, carbone-oxygène doublement lié, OH. Donc toutes ces liaisons dans ces molécules vont vibrer au contact de ces infrarouges. Ils vont vibrer et donc vont absorber l'énergie des infrarouges. Et donc cette absorption va se traduire par une bande qui descend vers le bas, qui est donc le contraire de la transmission. C'est-à-dire que si une liaison absorbe des infrarouges, on va avoir une bande qui descend vers le bas, donc la transmission va diminuer parce que l'absorption augmente. Et on va voir que selon la longueur d'onde, les liaisons ne vont pas être absorbées de la même façon. Ça veut donc dire que selon la longueur d'onde d'infrarouge, certaines liaisons vont se mettre à vibrer et pas d'autres. Alors en fait, au lieu d'utiliser des longueurs d'onde, on va utiliser ici un nombre d'ondes qu'on appelle sigma. Alors ce nombre d'ondes, c'est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde. Donc sigma ici se mesure en centimètres moins 1. Ça sera toujours la valeur qui sera en abscisse du spectre infrarouge. Et en ordonnée, on aura donc la transmittance. Donc une substance qui transmet, c'est-à-dire c'est une substance qui n'absorbe pas, par exemple. Alors dans un spectre, on va balayer donc de 500 cm-1 à peu près 4000 cm-1. On sera bien dans le domaine de l'infrarouge. Et en fait, dans ce type de spectre, on va surtout étudier les molécules, enfin les bandes, ce qu'on appellera les pics ou les bandes d'absorption à partir de environ, on va dire 1500.
En dessous, c'est trop compliqué, donc on n'étudiera que les bandes qui sont situées à gauche. Alors, je vous avais expliqué que on vous donnera toujours des tables de données qui correspondent aux différentes absorptions, qui correspondent aux différentes liaisons. Alors par contre, ce qu'il faudrait retenir, je dirais, c'est 3 choses. C'est par exemple le groupe carbonyle, par exemple C double liaison O, il est toujours situé à peu près vers 1700 cm-1. C'est un pic très fin. Et donc, on va aussi le retrouver, par exemple, ce groupement carbonyle, dans les acides carboxyliques. Vous voyez, il va être situé ici. Il sera plutôt vers 1720, alors que pour les alides et les cétones, il sera plutôt vers 1710. Mais on voit quand même que le CO est toujours aux environs de 1700. Et puis ensuite, il repérait le groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle, c'est le groupe OH. Alors le groupe OH, il est situé vers 3300 cm-1. Quand il est tout seul, il présente une bande comme ceci, très large enfin, très intense, mais pas très large. Par contre, quand un groupe OH est associé à un groupe carbonyle, la bande ici, la bande du OH, elle s'agrandit, puis elle se décale vers les 3000. Et là, on a ce qu'on appelle la liaison CH. Ben, vous voyez que la liaison CH, elle est absorbée par le groupe OH. Et donc, c'est ça qui permet de caractériser un acide carboxylique. Donc voilà, donc connaître à peu près ces 3 types de spectres pour pouvoir identifier si une molécule possède un groupe hydroxyle, ici, un groupe carbonyle, ou alors un groupe carboxyle. Donc voilà à quoi sert un spectre infrarouge, c'est-à-dire que une fois qu'on a fabriqué une molécule, on peut essayer d'analyser à partir de son spectre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la partie synthèse organique? Alors une synthèse organique, déjà nécessite de prélever des réactifs. Alors ces réactifs, on les choisit aussi en fonction de leur pictogramme. Donc il faut essayer de choisir les réactifs, ceux qui sont les moins nocifs, ceux qui ont le moins de pictogrammes, pour pouvoir faire la synthèse la plus éco-responsable. Et donc bien sûr, quand on a des pictogrammes, bien suivre les consignes de sécurité pour pouvoir prélever correctement les différents réactifs. Ces réactifs choisis, on va les faire se rencontrer pour faire ce qu'on appelle la transformation chimique. C'est ce qu'on appelle la technique du TIPA. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. TIPA, donc T pour transformation, le I on verra tout à l'heure pour isolement, le P pour purification et le A pour analyse. On va commencer d'abord par la transformation. Donc la transformation, elle va se faire dans un montage qu'on appelle un montage de chauffage à reflux. Alors qu'est-ce que c'est? Alors ce dispositif est constitué d'un support élévateur qui permet de, si on le baisse, de pouvoir stopper le chauffage. Par exemple, on fait baisser ici ce qui est posé dessus, le chauffe-ballon, qui n'est plus en contact avec le ballon, si par exemple la réaction s'emballait. Donc le support élévateur est très important. Le chauffe-ballon, son rôle, c'est de chauffer ce qu'il y aura dans le ballon. Le ballon va contenir ce qu'on appelle le mélange réactionnel. Et donc, si on chauffe, ça veut dire qu'on va favoriser la transformation et l'accélérer, et favoriser aussi la dissolution des solides. Donc ce chauffe-ballon a plusieurs avantages pour pouvoir justement bien faire réagir les réactifs entre eux. Si on n'avait qu'un ballon, si on fait chauffer, tout ce qui est vapeur va partir dans la salle et on aura perdu énormément de produits. Donc pour éviter ça, on va rajouter au-dessus du ballon un réfrigérant à eau. Alors un réfrigérant à eau, c'est quoi? C'est une sorte de tube autour duquel va circuler de l'eau. Alors l'entrée d'eau se fait toujours vers le bas, la sortie d'eau se fait toujours vers le haut. Donc ça va permettre, ce réfrigérant, d'éviter toute perte de matière. Et donc les vapeurs qui vont monter vont se condenser au contact des parois et vont retomber dans le ballon. Ensuite, dans ce ballon qui contient le mélange réactionnel, on peut rajouter plusieurs choses. On peut rajouter par exemple de la pierre ponce. Alors la pierre ponce, c'est quoi? C'est des petits grains qu'on va rajouter au mélange qui vont en fait casser l'ébullition, éviter que l'ébullition s'emballe. On va dire que ça régule l'ébullition et ça va aussi jouer le rôle d'agitateur. Donc 2 rôles pour la pierre ponce, agitateur et régulateur de l'ébullition. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? On peut aussi rajouter ce qu'on appelle un catalyseur.
Alors un catalyseur, généralement on met souvent de l'acide sulfurique. Alors c'est une espèce chimique qui intervient dans le mécanisme de la réaction, qu'on place au départ et qu'on retrouve intact en fin de réaction. Alors son rôle à ce catalyseur, c'est aussi d'augmenter la vitesse de la réaction. Voilà un petit peu tous les paramètres qui permettent d'obtenir le meilleur chauffage à reflux possible. Et ensuite, une fois que la transformation chimique est faite, il va falloir baisser le support élévateur pour ensuite baisser le chauffe-ballon et le séparer du ballon, pour ensuite refroidir le milieu réactionnel. Et voilà, et donc ensuite, ça permettra aussi de refroidir rapidement le mélange pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, l'isoler. Voilà. Donc, une fois la transformation effectuée, on va passer à l'isolement. Alors ça dépend de deux choses. Est-ce que notre produit qu'on veut isoler est solide ou liquide? S'il est solide, à ce moment-là, on va réaliser une filtration. Alors, on pourrait faire une filtration simple avec un entonnoir, avec un filtre, hein, mais là, par contre, ça serait beaucoup plus long. Alors, on va plutôt privilégier une filtration sous vide. Alors, une filtration sous vide, qu'est-ce que c'est? En fait, on va utiliser ici un entonnoir qu'on appelle un entonnoir Büchner. Donc, un entonnoir Büchner. Alors cet entonnoir Büchner, pourquoi il est plus efficace? Cet entonnoir Büchner, il a des petits trous, on va placer un filtre dessus, et donc en dessous de l'entonnoir, on a ce qu'on appelle ici une fiole à vide. Une fiole à vide, c'est-à-dire que dans cette fiole, on va essayer de réaliser le vide. Alors comment faire pour réaliser le vide? On va relier la petite sortie qui est là, un tuyau, et ce tuyau, on va le relier à un robinet qui va faire couler de l'eau à très forte vitesse. Et donc, on appelle ça d'ailleurs une trompe à eau. Voilà. Donc, on va avoir un système qu'on appelle une trompe à eau. Alors, la trompe à eau, c'est un système qui va créer, vous voyez, donc l'eau va circuler vers le bas comme ceci. Et donc, à cet endroit-là, il va y avoir une dépression. Et cette dépression va être communiquée ici et ici. Donc, en fait, lorsqu'on va verser le mélange avec ces impuretés, le liquide, le filtrat va passer en bas et va être aspiré par cette trompe à eau et va tomber dans la fiole à vide. Et donc, on va pouvoir récupérer avec une plus grande rapidité le produit solide que l'on cherche à isoler. Voilà. Donc ensuite, une fois que le produit est isolé, on a le TIPA, on va ensuite ce qu'on appelle le purifier. Et pour le purifier, on va procéder à ce qu'on appellera des lavages pour enlever et éliminer les impuretés. Alors ça peut être un lavage avec un solvant glacé, ça peut être de l'eau glacée tout simplement parce que si on travaille à basse température, on ne va pas permettre au solide de se dissoudre. Le produit solide restera solide et on va pouvoir en même temps le laver et donc faire passer toutes les impuretés dans le filtrat. Et ensuite, il suffira après, une fois qu'on a récupéré le produit solide lavé, il suffit de le mettre dans une étuve pour enlever toutes les traces de solvant qui restera et pour avoir un produit pur à la fin. Donc ça, c'est dans le cas où on a un produit qu'on cherche à isoler qui est de nature solide. Maintenant, si le produit que l'on cherche à isoler est liquide, à ce moment-là, on va procéder à ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide. Alors c'est quoi l'extraction liquide-liquide? C'est l'utilisation d'une ampoule à décanter. Alors comment est-ce qu'on fait une extraction liquide-liquide? On l'avait déjà vu. Il suffit de placer le mélange réactionnel dans une ampoule à décanter, rajouter ce qu'on appelle un solvant extracteur. Ce solvant extracteur, il doit avoir deux fonctions, on a dit. Il doit être non soluble à la phase aqueuse, donc deux phases, non miscible, et il doit permettre de solubiliser davantage l'espèce à extraire. Ici, par exemple, l'éthanoate de benzyle. Et donc, généralement, ce qu'on fait aussi, pour bien séparer les deux phases, on choisit souvent de placer le mélange réactionnel dans de l'eau salée. Pourquoi? Parce que
le fait de mettre de l'eau salée va faire que le produit qu'on veut extraire va être très peu soluble dans l'eau salée. Et on appelle ça du relargage. C'est-à-dire que l'éthanoate de benzyle, quand on cherche à isoler, par exemple ici, lors de la décantation, va passer de cette phase aqueuse à la phase organique. Alors on sait que c'est la phase organique ici parce que sa densité, par exemple, on le voit ici, elle est plus faible que l'eau. C'est pour ça qu'elle est au-dessus. Si la phase organique avait été plus lourde ou plus dense, elle aurait été en dessous de l'eau. Donc bien distinguer ça par rapport à la notion de densité. Donc ensuite, vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait une décantation, une extraction liquide-liquide, il faut agiter, il faut dégazer, et ensuite on sépare bien les deux phases. Donc la phase qui nous intéresse, c'est la phase qui contient l'espèce avec le solvant extracteur, donc on se débarrasse de la phase aqueuse et on récupère uniquement la phase qui contient le solvant et l'espèce à isoler. Ensuite, il va falloir, après isoler, il faut purifier. Alors purifier, c'est-à-dire séparer l'espèce à extraire du solvant. Et pour ça, il faut éliminer le solvant. On va éliminer le solvant par évaporation. Et donc, comme le solvant est plus volatile que le produit à isoler, on va pouvoir séparer par différence de température d'ébullition le solvant. Et on aura à la fin le produit pur que l'on cherche à isoler. Voilà les deux cas. Et dernière étape, après la transformation, l'isolement et la purification, il faut analyser, vérifier qu'on a bien fabriqué le bon produit. Alors si on a un produit solide, on peut par exemple mesurer sa température de fusion. Et pour ça, on a ce qu'on appelle un banc Koffler. Donc le banc Koffler, c'est ce qui est schématisé ici. Donc banc Koffler, ça s'écrit comme ça. Alors comment ça fonctionne? Alors d'un côté, on a la surface chaude à gauche et la surface froide à droite. Donc en fait, on a un petit témoin qui permet de vérifier que le banc est bien étalonné. Donc il faut dans un premier temps choisir une solution étalon dont on connaît la température de fusion. On place la poudre sur le banc. On essaie de regarder à quel moment ça commence à devenir liquide. Et ensuite, avec la petite aiguille, on vient placer la petite aiguille à l'endroit où on a la séparation solide-liquide et on note avec le petit curseur, on retrouve la température de la solution étalon. Ensuite, on nettoie avec un petit peu de coton et d'éthanol. Et ensuite, on vient placer son produit qu'on a fabriqué sur le banc. On le fait coulisser légèrement vers la gauche jusqu'à ce qu'on commence à voir apparaître les premières gouttes de liquide. Et à ce moment-là, on vient passer notre aiguille et on note la température de fusion. Donc je rappelle que la température de fusion, c'est une caractéristique de chacun des produits que l'on peut fabriquer. Maintenant, si le produit qu'on veut isoler est solide mais aussi liquide, on a deux possibilités. On peut utiliser le spectre infrarouge qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire repérer les groupes caractéristiques présents dans la molécule, ou alors utiliser une chromatographie sur couche mince. Alors je rappelle la technique de chromatographie sur couche mince. On utilise une plaque de silice. Sur cette plaque de silice qu'on appelle le support, on va placer ce qu'on appelle une ligne de dépôt à peu près 1 cm du bord. Et sur cette ligne de dépôt, on va placer quoi? On va placer l'espèce qu'on vient d'extraire et de purifier, l'espèce commerciale par exemple, ou un des réactifs de départ. Et à partir de là, on vient déposer 3 dépôts avec un petit capillaire sur chacun de ces 3 points A, B, C, ce qu'on appelle la ligne de dépôt. Et ensuite, on va placer cette plaque dans ce qu'on appelle une cuve à élution. Pourquoi cuve à élution? Parce qu'elle contient ici un liquide qu'on appelle l'éluant. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'éluant qu'on va choisir va migrer par capillarité, donc il va monter en haut, et en migrant par capillarité, il va entraîner avec lui les 3 tâches. Et donc, en migrant, on va faire monter le produit ainsi que l'éluant jusqu'à une ligne qu'on appellera le front de l'éluant, et là, à ce moment-là, on arrêtera l'élution. La cuve à élution est fermée, c'est pour vraiment saturer en vapeur, parce que l'éluant il est volatile, et on veut saturer en vapeur d'éluant. Alors ensuite, donc, une fois que l'éluant est monté au niveau du front de l'éluant, et ensuite on sort la plaque de la cuve. On la fait sécher au sèche-cheveux. Ensuite, si les taches ne sont pas visibles, on peut les révéler sous lumière UV ou en utilisant des réactifs spécifiques comme du permanganate ou du diode. Et donc, on va pouvoir après entourer les taches qui ont été révélées. Alors, deux possibilités. Le produit, admettons que le produit qu'on cherche à fabriquer, ce soit cette tache-là.
Alors pour être sûr que c'est bien ce produit-là, il faut le comparer donc avec un produit du commerce de référence. Et donc là, on voit que par exemple, les deux tâches ont le même rapport frontal, sont à la même hauteur, et donc on pourrait dire que c'est bien le bon produit qui a été synthétisé. Sauf que ici, on voit qu'on a le produit synthétisé, mais on voit qu'il y a d'autres tâches. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit qu'on a fabriqué, il n'est pas pur, il contient des impuretés. Et c'est pour ça qu'on a 3 tâches, donc ça voudra dire que ce produit-là, il a 2 impuretés. Et moi, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'une des impuretés a le même RF qu'un des réactifs. Donc je pourrais dire par exemple que mon produit là, qu'on a fabriqué, bah, il est mélangé avec peut-être un des réactifs en excès. Il en reste encore un peu. Et là, j'ai pu l'identifier grâce à ces deux tâches qui sont au même RF. Donc un produit pur est caractérisé par une seule tâche, un mélange est caractérisé par plusieurs tâches. Donc, si la tâche migre vraiment vers le haut, c'est qu'elle a beaucoup d'affinité avec les luants. Si la tâche reste en bas, c'est qu'elle a très peu d'affinité avec les luants, et c'est comme ça qu'on va pouvoir séparer et identifier des produits chimiques par chromatographie sur couche mince. Enfin, si le produit est liquide, eh ben, on peut aussi utiliser plusieurs techniques. On peut mesurer ce qu'on appelle son indice de réfraction, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire dévier la lumière de la même façon. On peut mesurer sa masse volumique, puisque c'est un liquide. Ou alors, vu que c'est un liquide, on peut aussi mesurer sa température d'ébullition, qui est aussi une caractéristique de la molécule. Alors maintenant, si notre produit n'est pas tout à fait pur, on voudrait le purifier davantage. Alors qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Alors si le produit par exemple est solide, on peut procéder par recristallisation. Alors recristallisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va porter au bain-marie, on va dissoudre le produit impur, donc le produit désiré plus ses impuretés, dans un solvant, et qui va être porté au bain-marie, donc à chaud. Donc ce qui fait que tout l'ensemble va se dissoudre, et ensuite on va laisser refroidir. Et en laissant refroidir, les impuretés vont rester solubles à chaud et à froid. Et par contre, à froid, le produit d'intérêt va se solidifier. Et donc, une fois que tout le produit solide d'intérêt est solidifié, on n'a plus qu'à procéder par une filtration. On a vu tout à l'heure, filtration sous vide, ce qui fait que tout ce qui est liquide passe dans le filtrat, dans les impuretés, et le produit pur est débarrassé des impuretés. Et on a donc procédé par recristallisation. Ça, c'est dans le cas d'un solide. Si maintenant notre liquide n'était pas tout à fait pur, je vous avais dit, on pouvait procéder à une évaporation du solvant. Alors pour évaporer le solvant, on va procéder par distillation fractionnée. Alors distillation fractionnée, ça veut dire qu'on va mettre ce dispositif ici, constitué d'une colonne, au bout duquel on met un thermomètre ici, pour mesurer la température d'ébullition, et on rajoute un réfrigérant sur le côté. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vu que la température est très forte en bas et devient très froide en haut, et bien en fait, le produit le plus volatile va monter dans la colonne, et ici, va passer au niveau du réfrigérant et va se recondenser. Et on va récupérer ici le produit le plus volatile. Donc généralement, c'est souvent le solvant qu'on cherche à récupérer. Et du coup, le produit qui aura d'intérêt, qui a une température d'ébullition plus élevée, lui va rester en bas. Et on va pouvoir comme ça séparer le produit d'intérêt du solvant. C'est ce qu'on appelle donc la technique de distillation fractionnée. Et enfin, dernier point, quand on fait une synthèse, on détermine généralement ce qu'on appelle le rendement. Le rendement, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qu'on peut ramener à un pourcentage qui n'a pas d'unité. Pourquoi? Parce que c'est un rapport de mol sur des mols. C'est le nombre de produits effectivement obtenus par l'expérience, divisé par le nombre de mols de produits qui correspond à la quantité maximale de produits attendus qu'on pourrait trouver grâce à la réaction chimique. Alors, en fait, on peut ramener ça en pourcentage. Donc, ce nombre de mols de produits, ça dépend si c'est un solide ou un liquide, hein. Donc, on peut calculer avec les formules habituelles, hein. Si c'est un solide, on peut donc faire la masse divisée par la masse molaire. Si c'est un soluté en solution, on peut très bien faire C fois V, hein, les formules qu'on a déjà vues, qu'on peut appliquer. Si c'est un liquide, on sait que c'est égal à ρ m, c'est la masse volumique multipliée par le volume, divisé par la masse molaire. Ça, c'est pour un liquide, pour un solide, ou pour une espèce soluble en solution.
Donc on va appliquer ces formules-là pour déterminer la quantité de produit. Alors pour déterminer la quantité de produit, quand on a une réaction, on a toujours deux réactifs, par exemple un réactif A plus un réactif B, qui va donner le produit qu'on cherche, par exemple C. Et donc pour connaître la quantité de C, il faut connaître la quantité de A et de B. Et donc on cherche toujours ce qu'on appelle, on l'a vu en début d'année, le réactif limitant. Si c'est A le réactif limitant, eh bien, connaissant le nombre de moles de A, qui est donc le nombre de moles de réactif limitant, on pourra en déduire le nombre de moles de C. Parce que si par exemple on a 2 moles de A pour 1 mol de C, ben je dirais que le nombre de moles de A sur 2 sera donc égal au nombre de moles de C sur 1. Et c'est comme ça que je trouverai le nombre de moles de produits effectivement obtenus. Enfin, le nombre de moles maximal de produits obtenus plutôt. Si la réaction faisait 100%. Alors un rendement, c'est toujours compris entre 0 et 100%. Alors maintenant, quelles sont les raisons qui pourraient dire que le rendement il est faible? Pourquoi on n'a pas obtenu 100%? Pourquoi, mettons, on n'a obtenu que 40 ou 50%? Il y a plusieurs causes. Ça peut être par exemple la totalité du réactif limitant n'a pas été consommée. Donc on n'a pas atteint la quantité maximale. Ou alors, le refroidissement n'a pas permis à tout le solide de précipiter. Et c'est pour ça qu'il faut bien laver à froid d'ailleurs. Sinon, on n'aura pas précipité tout le solide, on n'aura pas un rendement de 100%. Ou alors, il peut y avoir des pertes de produits qui ont eu lieu lors des différentes étapes de la manipulation. Ou alors, peut-être que la réaction n'était peut-être pas totale. Donc il y a plusieurs causes à connaître qui permettent d'expliquer pourquoi un rendement est faible. Donc voilà ce que vous devez savoir pour le prochain contrôle.